Bonsoir. C'est fait. Le président de la République a prêté serment ce lundi, 14 décembre 2020, devant le juge constitutionnel au cours d'une audience publique en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Une cérémonie au cours de laquelle Alassane Ouattara renouvelle la confiance avec le peuple. Dans son discours, plusieurs annonces de grandes orientations pour la paix et le développement. On en parle tout à l'heure parce que ça fait l'actualité. Avant d'en parler avec nos invités, je vous propose de regarder cet extrait du discours du président de la République. C'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je mesure l'ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l'engagement de l'assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes, sans distinction. Parce que c'est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. Excellences, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, cette échéance électorale nous rappelle que le respect de notre Constitution et des institutions de la République sont les signes. De cette émission, nous allons décrypter le discours du président de la République lors de la cérémonie de prestation de serment. Deux invités sur le plateau pour en parler. Alafé Ouakili, journaliste, patron du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Meïté Sendou, un nom très bien connu dans la presse ivoirienne. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais commencer par cette question partagée. Quel commentaire globalement sur cette cérémonie et ce nouveau quinquennat qui commence? Meïté Sendou. En tout cas, ce que j'ai remarqué de prime abord, c'est la charge symbolique forte. Déjà depuis les préparatifs, avec les innovations qui ont été apportées notamment à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment. Depuis 2015, on avait déjà, sous la houlette du président du Conseil constitutionnel, un format. Et là, cette année, ce qui m'a frappé en 2020, c'est leur indication forte, cette insistance sur l'importance de l'institution et notamment de la Constitution. La Constitution a véritablement été remise au centre de la prestation de serment, comme pour essayer vraiment d'indiquer non seulement à la classe politique, mais à l'ensemble des Ivoiriens, le cap pour les 5 prochaines années et certainement vraiment pour les années ultérieures. Alafé Ouakili. Le commentaire qu'on peut faire, c'est d'abord de constater que la cérémonie a pu avoir lieu. Peut-être que ce n'était pas évident. Ça fait 44 jours aujourd'hui que l'élection a eu lieu. Il y a eu une fausse alerte disant que la prestation de serment allait être précipitée. Ça n'a pas été le cas. Cela s'est fait dans le délai constitutionnel prévu et ça devrait mettre fin à un moment de la polémique et du débat politique sur la légalité ou non, sur le mandat légitime ou pas, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui s'est fait sous le sceau, sous le joug de la Constitution. C'était aujourd'hui l'éloge de la Constitution. On ne peut pas nous dire que c'est une forfaiture de plus au nom de la Constitution. C'est difficile à argumenter dans ce sens-là. Et je pense peut-être qu'à un moment donné, il faut aller à une autre étape. Et si on a l'occasion de revenir, on y reviendra. D'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel a dit on ne peut pas violer la Constitution pour vouloir faire respecter la Constitution. Il a posé cette problématique-là. Vous ne pouvez pas dire X a violé la Constitution, donc vous aussi, vous allez violer la Constitution pour faire respecter la Constitution. Voilà l'un des moments forts, l'un des enseignements de ce qui s'est passé. Alors, vous parliez de la Constitution tout à l'heure, mais l'opinion s'attendait aussi à voir le vice-président à cette cérémonie de prestation de serment. Je pense que si ça n'a pas été évoqué, c'est parce que c'était anecdotique parce que c'est le même groupe qui, faisant sa lecture, avait dit que le mandat n'étant pas légal, légitime et constitutionnel, qui revient pour dire que la prestation de serment ne sera pas légale si le vice-président n'est pas présent. Le mandat lui-même, là, s'il n'est pas légal, vous avez déjà dit qu'il n'est pas légal, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait de plus que le vice-président ne soit pas présent. En réalité,
sa présence est mentionnée. On dit la prestation de serment se déroule en sa présence. Mais nulle part, il n'est permis d'indiquer, de tirer la conclusion que s'il est absent pour une raison ou une autre, parce qu'il a démissionné, parce qu'il a empêché, la prestation de serment ne doit pas avoir lieu. Nulle part, cela n'est écrit. Meïté Sandou, est-ce que vous comprenez tout ce débat qu'il y a autour de cette présidentielle depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Comprendre en tant qu'observateur, oui. Quand je me remets en situation, que je regarde un peu rétrospectivement la classe politique, et que je regarde tous les débats que nous avons vécus, notamment depuis qu'on a inauguré le nouveau cycle de l'après-disparition du président Houphouët, je peux le comprendre. Moi, je le résume simplement, on l'a dit vraiment sur plusieurs plateaux, c'est véritablement l'histoire vraiment d'un cycle politique qui refuse de mourir et qui résiste pour éviter que le nouveau cycle que tous les Ivoiriens appellent de leur vœu advienne. C'est une manière de faire de la politique voilà, qui refuse de cesser. Cette propension à penser que la politique est l'alpha et l'oméga, que c'est elle qui doit donner le tempo de la loi, le tempo de l'interprétation des textes et même le tempo de l'économie. Ces arrangements permanents et tout, ces accommodements entre la politique et la raison d'État qui malheureusement, bien malheureusement, finissent par tuer la démocratie. Et je crois que c'est fort justement ce à quoi le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui faisait mention. Il n'avait pas de maillet, mais je crois qu'aujourd'hui, de manière très forte, il voulait réaffirmer la primauté de la loi et la nécessité véritablement de la vitalité des institutions. Et je pense que c'est un message fort de ce point de vue. Oui, parce que peut-être l'opinion aussi a été très critique à l'égard du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Et il a rappelé, il a dit ce qui a motivé. Il dit oui, le débat peut se faire, mais à un moment donné, il faut le clore lorsque la décision est prise. Et il dit la décision est motivée. Elle n'a pas été prise de façon arbitraire. Et qu'à juste titre, c'est une institution de sagesse. Et il a rappelé des exemples où des décisions similaires ont été prises et, contre mauvaise fortune, les uns et les autres ont fait bon cœur. Ce qu'il en est advenu après fait partie des contingences de l'histoire. Et il a rappelé le cas de 2010-2011 qui a servi de prétexte aux uns pour dire en 2010, le Conseil constitutionnel a dit que le président Laurent Gbagbo a gagné, mais cela a été contesté. Ça veut donc dire qu'il y a eu une jurisprudence. On peut ne pas respecter une décision. Contestée. Oui, voilà, qui pourrait se répéter. On peut ne pas respecter une décision du Conseil constitutionnel. Et il a donné une explication que les uns savaient, que nous avons vécu, mais dans le feu de l'action, tout le monde a oublié cela dans les débats qui ont eu lieu et il a rappelé cela opportunément. Et ce qu'il a rappelé, c'était la certification des élections. Voilà, oui, ce qu'il a rappelé, et je crois que c'est vraiment important, M. Kolo Coulibaly, de revenir là-dessus, parce que ce qu'il a dit, c'est que tous les acteurs politiques de l'époque, en 2010, s'étaient entendus à l'issue des accords de Pretoria, je crois qu'il y en a eu 3, pour décider que le processus électoral en Côte d'Ivoire, après les différentes étapes, la commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, allait faire l'objet d'une certification internationale par un certificateur désigné par l'ONU. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les élections en 2010, in fine, il y a eu la décision de la commission électorale indépendante qui était favorable au président Ouattara, la décision du Conseil constitutionnel qui était favorable au président Gbagbo, et finalement, certificateur. Comment il s'appelle? Choi, le certificateur de l'ONU à l'époque, naturellement, parce que je me souviens, j'ai eu la chance de participer à ce processus de transition comme conseiller du Premier ministre à l'époque, et je sais que les Nations Unies avaient installé un mécanisme de veille permanente, une veille électorale permanente. Tout le système des Nations Unies en permanence travaillait sur chaque étape du processus électoral, c'est-à-dire des premiers enrôlements, des premières audiences foraines jusqu'à la certification de la liste électorale et même jusqu'au déroulement vraiment du processus électoral. Donc, ils ont eu véritablement le temps d'appréhender le processus pour certifier la victoire du président Alassane Ouattara. Effectivement, le président du Conseil constitutionnel a fort justement rappelé cela, je le disais à la fin tout à l'heure. Même à nous, les commentateurs, la classe politique, dont l'essentiel était partie prenante aux accords de Pretoria à cette époque, voilà, on a mené débat pendant 4 mois
en oubliant vraiment ce fait-là qui était important. Comme pour rester en droit, on dirait... Il a bien fait de nous le rappeler à tous. On dirait qu'il a reversé, comme on dirait en droit, reversé un élément important au débat. Ah oui, il a reversé un élément important au débat, d'autant plus que cette certification n'avait pas été contestée jusqu'au à la dernière étape. C'est-à-dire le premier tour de l'élection présidentielle de 2010 s'est déroulé de cette manière-là. C'est-à-dire, après les résultats même du Conseil constitutionnel, le premier tour, le certificateur est venu valider. Il est venu dire, ça s'est bien passé. Voyez-vous, maintenant, on va au second tour, tout se gâte. Et on remet en cause. C'est à ce moment-là qu'on se dit non, la Constitution doit être au-dessus et non le certificateur, alors que le processus a été consensuel, accepté ainsi par tout le monde jusqu'à cette étape-là. Cela étant dit, le président de la République a pris la parole. Il a fait un discours qu'on pourrait qualifier de discours d'orientation. Il a d'abord condamné les violences de ces élections et ensuite il a précisé que ça ne sera pas impuni. Comme pour dire peut-être que la paix, d'accord, mais il y a la justice juste à côté. Oui, pour nous qui avons toujours demandé la fin vraiment de l'impunité politique, il y a de quoi applaudir cela parce que lorsque même quelqu'un commet un forfait, il volait des poulets ou les moutons ne lui appartenant pas, il parle en prison. Mais il y a des morts d'hommes à la suite de la politique et il n'y a rien. Il y a une impunité politique à laquelle il faut mettre fin. Le président a promis que rien ne restera impuni, on a applaudi, même si on se demande s'il sera assez fort pour résister à la pression, parce que dans le même temps, il a parlé de cohésion sociale. Justement, est-ce que cela ne va pas cristalliser davantage les positions, mettez chez nous, surtout avec l'opposition? Non, je pense aujourd'hui que le président, il le sait lui-même. Si il l'a réaffirmé au cours de ce discours d'investiture, qui est un discours de référence, le président sait qu'il est attendu sur son discours d'investiture. Toutes les prises de parole du président, effectivement, ont un caractère solennel, mais beaucoup plus encore le jour de l'investiture à l'issue d'un processus électoral comme celui-là. Donc le président de la République sait qu'il est attendu sur la question de l'impunité. Il sait qu'il ne peut pas déroger à cette question. Maintenant, il lui appartiendra, et je pense que le président sait faire, de trouver les accommodements entre la nécessité de la sanction, parce qu'il y a eu quand même mort d'hommes, il y a eu bien nombreux, plus d'une centaine de blessés, de nombreux dégâts matériels et des traumatismes psychologiques forts pour l'opinion. Alaphé le disait tout à l'heure, jusqu'à encore hier, effectivement, des rumeurs continuaient à circuler sur donc la stabilité vraiment de la cérémonie de ce matin, sur la probabilité que cette cérémonie se tienne. Je crois que le moral des Ivoiriens a été mis à rude épreuve par une certaine classe politique et le président sait qu'il est obligé de prendre date avec l'histoire pour sanctionner ce fait. Mais bien entendu, après, il lui appartiendra de trouver les accommodements nécessaires pour coupler cela avec la nécessaire cohésion sociale. D'accord. Il y a aussi, en termes de perspective d'action, cette annonce du président de la République, notamment sur l'amélioration du quotidien des populations, les secteurs sociaux qui sont visés, et puis la prise en charge des frais COGES par le gouvernement dès janvier 2021. Alors, quel commentaire à la Février? Ça, c'est une grande annonce. Je pense que ça dépend qui va en être satisfait. Je pense que les étudiants vont en être satisfaits, des parents d'élèves, des élèves certainement. Mais en même temps, on va voir à partir de 2021 ce que ça va donner. Mais il y a eu un grand soulagement et tout le monde, évidemment, a pensé aux étudiants à la FESI. Mais une fois n'est pas coutume, on a un collègue, un confrère qui est maire, Moko, qui a été précurseur de cette mesure au niveau de sa municipalité. Voilà. Et on voudrait profiter pour le féliciter. Et il avait prôné la gratuité des frais COGES dans sa commune. Et je pense que le gouvernement ou le président, ils ont dû se dire que s'il a pu le faire, ça doit être possible au niveau de toutes les collectivités locales. Parce que le chef de l'État a impliqué aussi bien le gouvernement que les collectivités locales. Donc un arbitrage sera fait à leur niveau pour la prise en charge. Et puis, bon, vous voyez, comme on dit souvent, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin. Le gouvernement, les communautés, les collectivités locales, c'est encore la population, c'est toujours le peuple. Il faut espérer que ça ne donne pas peut-être des taxes ailleurs pour alourdir. Mais il y a un grand soulagement, on peut le dire.
et on verra à l'application ce que ça va donner, en espérant que tous les acteurs de la chaîne éducative, là, dans les écoles même, joueront franc jeu et ne feront pas des choses pour torpiller le processus. D'autant plus que le chef de l'État aussi a annoncé quelque chose, la lutte contre la corruption. Ça doit être renforcé, il ne faut pas s'amuser avec. Et moi, je pense que ça va être un moment aussi fort de ce mandat-là. La lutte contre la corruption, ça me paraît important. La déclaration des biens, l'enrichissement illicite, il faut que le président soit un peu plus regardant sur la question. D'accord. Sur la COJES, moi, je voudrais, à la suite de la fait dire, je crois que le président a entendu la préoccupation et la souffrance des parents d'élèves, parce que c'est vrai que c'est un vrai casse-tête chinois pour un casse-tête ivoirien pour les parents d'élèves notamment. Pour tropicaliser. Notamment, vraiment, cette agrégation, cet agrégat vraiment de frais scolaires, ces cotisations qui arrivent sans crier gare. Et je crois que le président a bien compris qu'il fallait redonner de la parole publique. Il fallait reprendre de l'initiative publique. Et je crois qu'il a annoncé très clairement le réengagement de l'État dans le financement de l'école publique. Et ça, c'est salutaire. Et j'espère que ce processus va aller de plus en plus loin pour que l'État se réengage tout simplement, beaucoup plus fortement donc dans la gestion vraiment du système éducatif ivoirien. Il nous faut renforcer la cohésion, la paix, des notions qui sont revenues tout au long du discours du président de la République. Je vous propose de suivre cet extrait. Les progrès réalisés en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Afin de consolider davantage la cohésion nationale, j'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Un ministère chargé de la réconciliation nationale, mais Sendou, est-ce qu'on peut dire que c'était prévisible au regard de l'évolution de l'actualité ces derniers jours? Je crois que le président a pris à son compte les observations, les critiques récurrentes depuis quasiment 2011-2012 qui reviennent sur le volontarisme supposé qui ne serait pas suffisamment affiché sur les questions de réconciliation nationale. En dépit de la création de la commission dialogue, vérité et réconciliation, présidée par le Premier ministre Charles Konan-Banny à l'époque, laquelle commission, j'ai eu l'opportunité de regarder l'entièreté vraiment du rapport qui a été produit, a fait un excellent travail. Et je crois que le président de la République a eu de ce point de vue une très très bonne initiative. Maintenant, après, est-ce qu'on peut donner droit aux critiques de ceux qui pensent que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Quand je regarde un peu véritablement les lames de fond des crises sociales dans certains pays, certaines démocraties dites avancées, je regarde en France un peu ces fractures-là. Chirac l'avait appelé à l'époque la fracture sociale qu'il fallait résorber et tout, et qui, à récurrence, entraîne vraiment des violences dans la rue. Quand je regarde tous les débats qu'il y a concernant la cohésion autour des élections américaines, je me dis que la question de la réconciliation, en tout cas, reste une construction permanente. Et bien entendu, on verra bien ce que l'initiative que le président prend, et j'aimerais pas être à la place, en tout cas, de celui qui sera nommé à la tête de ce département. Donc cette initiative-là va donner au fur et à mesure en termes de réconciliation et de cohésion nationale. Alors, à la Wakili, ce n'est pas la première fois qu'on a un ministère chargé de la réconciliation nationale. Le professeur Danon Didier, à l'époque, avait été à ce poste. Pour cette fois, qu'est-ce qui doit changer, surtout en termes de cahier de charges, en termes de prérogatives, pour faire avancer la réconciliation? Je pense qu'il fallait peut-être changer de cap un peu.
après ce qu'on a vu, après tout ce qui a été essayé. Il y a eu le forum avec feu le Premier ministre Seydou Diarra. Il y a eu ensuite ce ministère-là qui était l'une des recommandations de ce forum d'ailleurs, et qui a su être incarné, à mon sens, plus ou moins bien par Danon Diédié, même si après on l'a trouvé dans le camp des durs du FPI. Tout à fait. Il est dans le camp des durs du FPI. C'est qu'il n'est pas une posture de réconciliation. Bon, voilà. Donc, il faut trouver ce visage d'abord, et je pense que si on trouve un visage, ça peut être positif. D'ailleurs, les uns peuvent penser que c'est une manière de dire non au président Bédié. Non, pas du tout. Au contraire, ce ministère-là peut, dans son évaluation, dans ses recommandations, vers la fin, proposer ce dialogue national qui peut être le moment de fin de la réconciliation, alors que peut-être d'autres penseraient que le dialogue national doit être le préalable et le début après lequel on fera un certain nombre de choses. Donc, il faut laisser voir, il faut laisser faire, et ça peut être une réponse positive par rapport à la requête du dialogue national et non le rejet de la proposition. Cela dit, je veux aussi noter dans les initiatives d'apaisement et de réconciliation nationale, noter le fait que le président de la République a fait allusion à son prédécesseur et au passeport qui lui a été attribué. C'est une excellente chose et il l'a souvent fait peut-être au cours des mandats précédents, fait allusion à lui de façon fraternelle et amicale, mais dans cette circonstance solennelle, ça paraissait important, d'autant plus qu'on était déjà en crise en 2011, lorsqu'il a prêté serment à Abidjan, lorsqu'il avait été investi à Yamoussoukro, j'étais présent, il avait cité ses prédécesseurs, il me semble qu'il n'avait pas cité le président Gbagbo. Beaucoup doit couler sous le pont et il faut saluer cela. On est sorti, justement, pour moi, ce discours-là marque véritablement la Troisième République et puis la rupture avec le tête-à-tête aussi Bédié, puisque pendant longtemps, on a été habitué à des discours où le président faisait allusion à son aîné Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé à une autre étape dans la consolidation de la République et le rassemblement avec toutes les figures et non des figures forcément partisanes. Alors, et l'une de ces figures, c'est bien Laurent Gbagbo, qui éventuellement pourrait revenir en Côte d'Ivoire. Est-ce que son retour en Côte d'Ivoire va nécessiter ou engendrer cette réorganisation de l'opposition, Bédié Sindou? C'est sûr qu'il faut noter aujourd'hui qu'au sein de l'opposition, sans le dire, il y a une vraie bataille de chefs entre notamment le chef du PDCI, le président Henri Konan Bédié, et le président Laurent Gbagbo. Quand on regarde un peu vraiment comment les uns et les autres manœuvrent, plateformes revendicatives, notamment qui ont été mises en musique par Bédié entre septembre et l'élection présidentielle, ont été plus ou moins battus en brèche, édulcorés par les prises de parole de Gbagbo. On se souvient que Gbagbo a pris la parole, je crois, à 48 heures du scrutin présidentiel du 31 octobre 2010. Et puis, bon, on avait vu vraiment très clairement que même s'il affichait un soutien de principe vis-à-vis de l'opposition, il n'avait pas donné son blanc-seing. Mais il avait appelé à la négociation, notamment. Au Conseil national de transition et à tout le cahier de revendications, notamment la désobéissance civile, qui avait été prônée par l'opposition. C'est sûr. Mais aujourd'hui, quand même, reconnaissons-le, dans un pays, un état de droit, comme se veut être la Côte d'Ivoire, il y a des règles. Le chef de l'opposition, en général, c'est le chef de l'opposition parlementaire. Donc, le parti qui a le plus de députés à l'Assemblée, aujourd'hui, il faut le reconnaître, après le RHDP, c'est le PDCI. Et donc, de facto, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, aujourd'hui, Bédié est le chef de l'opposition en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que le retour de Gbagbo va rebattre les cartes? Tout dépendra de son positionnement. Moi, les assertions vraiment contre lesquelles je m'insurge, c'est de dire, oui, bon, Gbagbo rentre et donc à partir du moment où il est rentré, le processus de réconciliation et tout va se déclencher. Alors, non, l'histoire quand même nous dit clairement. On va juste dire un mot sur le dialogue qui va se relancer. Le président de la République a demandé à son Premier ministre de rentrer évidemment en contact avec l'opposition pour relancer ce dialogue, notamment pour les législatives. Est-ce que vous pensez que cette main tendue du président de la République peut avoir un écho favorable au niveau de l'opposition à la fait? C'est-à-dire l'opposition peut-être s'attend encore à beaucoup de choses. Elle peut obtenir beaucoup de choses, mais il faut aussi un peu de bonne volonté de sa part. La posture de principe qu'elle avait adoptée avant l'élection présidentielle, il faut elle doit en sortir. D'autant plus que le président a laissé entendre aujourd'hui que
il n'ira peut-être pas plus loin que les propositions accordées avec la CEDEAO au niveau de la CEI. On va revenir à la même posture. Il faut peut-être que l'opposition joue le jeu, accepte, en se disant que c'est une autre forme d'élection. C'est une élection d'une nature différente. C'est une élection locale et il y a des équations locales, il y a des équations personnelles dans des localités où il n'y a pas de CI, il n'y a pas de commission locale qui pourra manipuler le scrutin. On a vu, ça va être difficile. Avec Daoukro, où un candidat indépendant avait gagné face au candidat officiel RHDP, Ayam Sokro, des candidats indépendants, avaient gagné malgré toute la machine, toute puissante du RHDP de l'époque. Au plateau, le maire qui était déjà député a gagné. Oui, on a eu en tout cas pas mal d'exemples de ce genre. Ces élections-là montrent qu'il faut jouer, surtout qu'il y a une véritable impatience. Vous avez dit le PDC est le leader de l'opposition. Ils ont 86 députés qui ont envie de répartir et beaucoup d'autres cadres qui pensent que malgré le système tel qu'il est, ils ont leur carte à jouer. Donc, alors, en 30 secondes, Meïté Sendo, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait ne pas avoir un consensus avant cette élection législative? Est-ce que l'opposition peut se permettre de ne pas participer aux élections législatives? Je crois que l'analyse de la fait aboutit vraiment à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Bédié peut se permettre d'engager vraiment le PDCI dans une espèce de désert politique entre fin 2020 et 2025? Que devient le PDCI s'il ne participe à aucune élection? S'il ne participe pas vraiment aux élections législatives qui arrivent en mars et s'il ne participe pas au scrutin couplé régional et municipal qui se profile à l'horizon en 2013. Pour conclure vraiment sur cette question, moi je pense que l'opposition et singulièrement le PDCI et le président Bédié prend le risque d'une grave crise interne au sein du PDCI. Évidemment, certainement qu'on reviendra sur ces questions dans d'autres émissions. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Un discours d'orientation du président de la République lors de sa prestation de serment ce lundi que nous avons décrypté avec vous, nos deux confrères, tous patrons de presse, Alafé Wakili, Meïté Sendo. Merci, messieurs. Monsieur le numéro de Ça fait l'actualité, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite sur RTI.